Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences. Nous attaquons maintenant le chapitre 3 qui va être consacré à l'étude des circuits électriques. Alors les objectifs de ce chapitre: introduire la notation ou représentation complexe en électricité, définir les lois des composants passifs, introduire des outils et des résultats importants pour l'étude des circuits électriques, appliquer tous ces outils à l'étude des circuits électriques emblématiques correspondant aux filtres analogiques d'ordre 1 et 2. Avec ce chapitre, on passe en revue l'utilisation des nombres complexes et de la dérivation pour étudier les filtres analogiques. Alors, l'étude des filtres analogiques sera reprise plus tard dans le cadre du cours de traitement du signal pour étendre les principes exposés dans ce chapitre à des signaux quelconques. Alors, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est l'hypothèse de travail. Dans ce chapitre, on considère le cas de signaux électriques, tension et ou intensité, constitués d'une unique sinusoïde, ce qu'on appelle aussi en fait des signaux monochromatiques. Et ils sont donc susceptibles d'obéir au modèle mathématique A sinus oméga t plus phi, avec A qui est l'amplitude, oméga qui est la pulsation définie par oméga égale 2πf avec f la fréquence, et phi une éventuelle phase à l'origine. Alors, un exemple emblématique de signal de ce type, c'est la tension alternative de fréquence 50 ou 60 Hz, suivant les pays, qui est disponible pour les installations domestiques notamment. Alors maintenant, la représentation ou notation complexe. Alors, on a vu que l'utilisation des exponentielles complexes, elle facilite grandement le calcul des dérivés des signaux sinusoïdaux. Donc pour profiter de cette simplicité, on peut introduire une notation qui va reposer sur l'utilisation des exponentielles complexes pour modéliser ces signaux purement sinusoïdaux ou monochromatiques. Cette modélisation s'appelle la représentation ou notation complexe. Alors, si on considère une tension U de t sinusoïdale, on peut introduire son pendant en représentation ou notation complexe, U complexe de t, donc avec un U souligné, défini par U complexe de t, c'est U complexe indice 0 exponentielle j oméga t. Et dans U0, en fait, ce qu'on va trouver, c'est les termes A, et puis la phase, donc quelque chose de la forme A exponentielle j phi, s'il y a une phase à l'origine. On peut donc introduire U complexe et I complexe de t pour écrire respectivement les tensions sinusoïdales U de t et I de t. Alors, si on part des tensions U complexe de t et intensité I complexe de t, on accède à U de t et I de t simplement en prenant la partie réelle de leur représentation ou notation complexe. Donc U de t, c'est la partie réelle de U complexe de t, et I de t, c'est la partie réelle de I complexe de t. L'utilisation de la représentation complexe simplifie la manipulation des dérivés, puisqu'en effet, seule la dérivée de exponentielle j oméga t intervient, et on sait qu'elle est égale à j oméga que multiplie exponentielle j oméga t. Donc par exemple, la dérivée par rapport au temps de U complexe de t, c'est la dérivée par rapport au temps de U complexe indice 0 exponentielle j oméga t, et comme U complexe indice 0 est une constante, ça nous donne la dérivée par rapport au temps d'exponentielle j oméga t. On a donc j oméga U complexe indice 0 exponentielle j oméga t, et on s'aperçoit en fait que c'est simplement j oméga que multiplie U complexe de t. Pour l'intensité, on va avoir quelque chose de similaire. Donc la dérivée de I complexe de t par rapport à t, c'est d sur dt de I complexe indice 0 exponentielle j oméga t, et de la même manière, on va avoir j oméga que multiplie I complexe indice 0 exponentielle j oméga t, où on reconnaît j oméga que multiplie I complexe de t. Donc ce dont on s'aperçoit, c'est que la dérivation en fait de U complexe ou I complexe de t fait apparaître en fait à nouveau une occurrence du U ou du I complexe, mais multiplié par j oméga. Donc dérivé par rapport au temps, en représentation complexe, ça revient à multiplier la grandeur que l'on dérive par j oméga. Alors, un outil qui va nous servir, c'est l'impédance et ou l'admittance complexe. Alors, on définit l'impédance complexe, qu'on notera Z de oméga, comme le rapport d'une intensité et d'une intensité en notation complexe. Donc Z d'oméga, c'est U complexe de t sur I complexe de t. Et l'admittance complexe, on va la noter grand Y de oméga, et en fait c'est l'inverse d'une impédance complexe, donc le rapport d'une intensité et d'une tension complexe. Donc Y de oméga, c'est 1 sur Z d'oméga, c'est I complexe de t sur U complexe de t.
Les impédances et admittances sont très souvent utilisées comme modélisation fréquentielle de composants électriques, comme nous le verrons dans la suite. Alors, nous allons donc nous intéresser maintenant aux lois essentielles, et nous allons commencer par la loi des composants passifs. Le premier composant qu'on va étudier, c'est le conducteur ohmique. Donc, le comportement d'un conducteur ohmique, ou résistance, de résistance R, est décrit par la loi temporelle d'Ohm, soit U de T égale R que multiplie U de T. Et sa représentation est celle qui vient de s'afficher, donc une petite boîte rectangulaire avec un R au-dessus, et puis on a un courant I qui la parcourt, une tension U à ses bornes, et les orientations de la tension et de l'intensité sont opposées, parce qu'on a un composant passif. Si on utilise la représentation complexe, la loi d'Ohm, elle s'écrit maintenant U complexe de T est égal R que multiplie I complexe de T. Donc si on introduit l'impédance électrique associée au conducteur ohmique de résistance R, on s'aperçoit en fait qu'elle est simplement donnée par Z indice R pour indiquer que c'est associé à une résistance, Z indice R d'oméga égale R. Le deuxième composant, c'est l'inductance. Donc le comportement d'un inducteur ou bobine d'inductance L est décrit par la loi temporelle de Lenz. U de T égale L dI de T sur dt. Et s'agissant de sa schématisation, on a quelques éléments de spire, donc avec un L au-dessus qui correspond donc à la valeur de l'inductance. On a toujours l'intensité qui la parcourt, une tension à ses bornes, et comme il s'agit d'un composant passif, l'intensité I et la tension U ont des orientations opposées. Alors si on considère maintenant la représentation complexe, la loi de Lenz, elle s'écrit U de T égale JL oméga I de T, puisqu'on avait un D sur dt qui fait apparaître un J oméga. On peut donc introduire l'impédance électrique, donc associée à un inducteur d'inductance L, et elle vaut Z indice L d'oméga égale JL oméga. Le dernier composant passif qu'on va considérer ici, c'est le condensateur. Donc le comportement d'un condensateur ou capacitance de capacité C est décrit par la loi temporelle de Coulomb. Ce coup-ci, on a le lien qui définit I de T comme étant égal à C du sur dt. Alors, du point de vue de la représentation, on a donc deux armatures planes qui sont schématisées ici par deux barres qui se font face et qui sont orthogonales, donc au fil de liaison. On a toujours une intensité I qui parcourt donc le composant, une tension U à ses bornes, et comme c'est encore un dispositif passif, on a toujours I et U qui ont des conventions en fait opposées. Si on utilise la représentation complexe, la loi de Coulomb, on va pouvoir la réécrire sous la forme I complexe de T égale JC oméga U complexe de T. Et on peut donc introduire l'impédance électrique, qui va être associée au condensateur de capacité C, est définie par ZC d'oméga égale 1 sur JC oméga. On a bien 1 sur JC oméga, parce que ce coup-ci, c'est le I complexe de T qui est égal à JC oméga U de T, U complexe de T. Et je le rappelle, l'impédance, c'est le rapport de U complexe de T sur I complexe de T. Donc quand on fait le rapport, on voit bien apparaître un 1 sur JC oméga. Alors, dans les autres lois essentielles, on va avoir besoin de la loi du pont diviseur de tension. Alors on considère l'association en série de deux composants passifs, d'impédances respectives Z1 et Z2, qui sont tous les deux parcourus par le même courant I. Alors on a la tension aux bornes de la deuxième impédance Z2 qui va être la tension de sortie, donc U de S, et puis on considère en fait que la tension d'alimentation ou d'excitation, ou la tension d'entrée, c'est la tension aux bornes de l'ensemble de l'association. Pour le circuit électrique, on peut écrire deux lois utilisant les impédances des composants passifs, donc Z1 et Z2, et en tenant compte du fait qu'ils sont traversés par la même intensité, I complexe de T. La première loi, c'est la loi décrivant le composant passif d'impédance Z2. Donc on a que U complexe S de T, c'est Z2 d'oméga que multiplie la tension qui traverse, donc I complexe de T. Et puis sinon, on a la loi de la maille qui nous dit que la tension aux bornes de l'association U complexe E de T, c'est quoi? C'est Z1 d'oméga plus Z2 d'oméga que multiplie la tension qui traverse ces deux impédances, donc I complexe de T. On peut donc introduire H d'oméga, la fonction de transfert, qui dans ce chapitre sera définie comme le rapport des tensions de sortie U complexe S de T et d'entrée U complexe E de T.
Et h de oméga, c'est u complexe indice s de t sur u complexe indice e de t. Alors, compte tenu des lois précédentes, le us, u complexe s de t, on sait que c'est z2 de oméga i complexe de t, et que ue complexe de t, c'est z1 de oméga plus z2 d'oméga que multiplie le i complexe de t. On peut donc supprimer les i de t, et on s'aperçoit en fait que ce qu'on utilisera par la suite, c'est la définition de la fonction de transfert h d'oméga, qui sera donnée dans le cas du pont diviseur de tension, par z2 d'oméga sur z1 d'oméga plus z2 d'oméga. Alors la dernière loi qu'on aura à utiliser, c'est le théorème de Millman. Alors pour le mettre en évidence, on va considérer en fait le schéma qui vient de s'afficher, où on a en fait 4 impédances, Z1, Z2, Z3, Z4, qui sont reliées au même nœud. Et ce qu'on va supposer, c'est que ce nœud-là, en fait, son potentiel, c'est V0. Alors, sinon, chacun des composants passifs va être décrit par une loi du type V indice I de t moins V0 de t égale ZI d'oméga que multiplie I indice I de t, où les potentiels et les tensions sont évidemment des notations ou des représentations complexes. Donc le VI de t à chaque fois, c'est le potentiel pour finalement le point extérieur de chacune des branches. Donc ici on a V1, ici on a V2, ici on a V3, ici V4. Et puis comme je l'ai déjà dit, au centre on a le potentiel commun qui est V0. Et puis donc l'intensité qui parcourt chacune de ces associations, qui sera donc soit I1, soit I2, soit I3, soit I4. Donc VI c'est le potentiel du composant I, V0 c'est le potentiel de référence pour tous les composants, ZI c'est l'impédance du composant I, et I indice I c'est l'intensité qui parcourt le composant I. Donc la loi des nœuds nous dit que la somme des intensités arrivant à un nœud est nulle. Et pour le circuit étudié, elle s'écrit encore, la somme sur I des I indice I de t, c'est la somme sur I des VI de t moins V0 de t, divisé par ZI d'oméga. Alors ça, on peut encore le réécrire en faisant passer dans l'autre membre ce qui est le terme en fait où on a les V0. Donc on a donc dans le membre de gauche somme sur I des V indice I de t sur ZI d'oméga, qui est égal à la somme sur I des V0 de t sur ZI d'oméga. Le V0, vu qu'on fait une somme sur I, on peut le mettre en fait en facteur. Donc ça s'aperçoit que le second membre, on peut le réécrire sous la forme la somme sur I des 1 sur ZI d'oméga, soit la somme sur I des YI, que multiplie V0 de t. Et ce qui va nous intéresser dans le cadre du théorème dit de Millman, c'est la valeur de V0 de t. Donc ce que l'on voit, c'est que V0 de t, c'est défini comme la somme sur I des VI de t sur ZI d'oméga sur la somme sur I des 1 sur ZI de oméga. Dans le cas de la configuration avec les 4 branches, on a donc au numérateur V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V3 sur Z3 plus V4 sur Z4, et au dénominateur on a la somme 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3 plus 1 sur Z4. Alors on va se servir donc de ce qu'on a vu pour étudier des filtres analogiques emblématiques. Et on va commencer par le filtre RC série. Donc du point de vue de son schéma électrique, on a l'association d'une résistance et d'une capacité, et c'est la tension au bord de la capacité qui va être prise comme tension de sortie. Et on a donc bien un pont diviseur de tension, donc la tension d'excitation ou la tension d'entrée, qui est au bord de l'association série. Alors, on a donc un pont diviseur de tension. Vu que Z1 c'est une résistance, on a Z1 d'oméga qui vaut R. Et s'agissant de Z2, vu que c'est une capacité, Z2 d'oméga c'est 1 sur JC oméga. Donc la fonction de transfert, on a vu en fait que H d'oméga c'est Z2 sur Z1 plus Z2. Donc ici ça va nous faire 1 sur JC oméga sur R plus 1 sur JC oméga. Si on réduit tout au même dénominateur, on s'aperçoit en fait que la fonction de transfert, on peut encore la réécrire sous la forme 1 plus JRC oméga. Si on introduit oméga 0 égale 1 sur RC, ainsi que la fréquence réduite nu égale oméga sur oméga 0. La fonction de transfert, elle s'écrit encore, H d'oméga, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, soit H de nu égale 1 sur 1 plus J nu. Alors si on note G nu le module ou le gain de H de nu, on vérifie en fait que G de nu, vu qu'on a un rapport
de 1 sur un nombre complexe. Au numérateur, on a 1, et en dessous, on a le module du nombre complexe, donc la racine carrée, de quoi? Du carré de la partie réelle, ici 1, plus nu2, qui correspond au carré, en fait, de la partie imaginaire. Et si on calculait la dérivée, on s'aperçoit en fait que g' de nu, on va avoir donc f' sur 2 racines de nu. Le f', c'est 1 plus nu2 qu'on dérive par rapport à nu, ce qui nous fait apparaître un de nu. Donc comme on avait 2 nu et 1 demi, le 2 et le 1 demi se compensent. Il nous reste donc au numérateur moins nu. Et s'agissant en fait de la racine de 1 plus nu au carré, c'est 1 plus nu carré à la puissance 1 demi. Donc ça va devenir 1 plus nu carré à la puissance 3 demi. Donc ce que l'on voit, c'est que pour nu appartenant à R+, le gain est décroissant. Alors on définit la fonction asymptote comme le rapport des termes prépondérants au numérateur et au dénominateur de h de nu, ici la fonction de transfert, pour la limite testée pour nu. Donc si on s'intéresse à ce qui se passe pour nu tendant vers 0, le terme prépondérant au numérateur, vu qu'il n'y a que 1, ça reste 1. S'agissant du dénominateur, on a 1 et j nu, sachant que j nu tend vers 0, donc le terme prépondérant au dénominateur c'est 1. Donc la fonction asymptote à la fonction de transfert h de nu, c'est simplement 1 sur 1 en 0, donc c'est 1. Maintenant en nu tendant vers plus l'infini, le terme prépondérant au numérateur, ça reste 1. Maintenant, au dénominateur, comme on va faire tendre nu vers l'infini, c'est le j nu qui va l'emporter. Donc le terme prépondérant au dénominateur, c'est j nu. Donc la fonction asymptote à la fonction de transfert h de nu, en plus l'infini, c'est 1 sur j nu. Alors maintenant, on définit le gain en décibels, qu'on notera g indice dB de nu, comme 20 fois le logarithme décimal du gain g de nu. On a les correspondances suivantes. Alors g de nu, c'est 1 sur racine de 1 plus nu2, et ça nous donne donc g dB de nu, qui est égal à moins 10 log de 1 plus nu2. Alors pourquoi? Parce que log de 1 sur a, c'est moins log de a, et que le log de a puissance n, c'est n log de a, et ici, en fait, le a, c'est 1 plus nu au carré, et le n, c'est 1,5. Donc le log de racine de 1 plus nu2, c'est 1,5 de log de 1 plus nu2, et comme on a un 20 devant, ça nous fait un 10. On a vu que l'asymptote au h de nu en 0 c'était 1, donc l'asymptote au gain linéaire g de nu c'est encore 1 en 0. Et du coup, si on prend 20 log de 1, ça fait 0. Donc l'asymptote A0 en dB, c'est 0, 0 dB. Maintenant, h de nu, on a vu que son asymptote, en plus l'infini, c'est 1 sur j nu. Donc g de nu, son asymptote, c'est 1 sur nu. Et donc quand on passe en décibels, on va avoir 20 log de 1 sur nu, donc moins 20 log de nu. Dire que le gain en dB, son asymptote en 0, c'est 0, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale à 0 dB quand nu tend vers 0. Dire que le gain en dB de nu, en plus l'infini, c'est moins 20 log de nu, c'est-à-dire qu'on a une droite comme asymptote, et que cette droite, elle a une pente de moins 20 dB par décade, c'est-à-dire si on multiplie nu par 10, ou moins 6 dB par octave, c'est-à-dire si on multiplie nu par 2. En effet, 20 log de 10 fois nu, vu que c'est un produit, ça va nous donner la somme des logs. Donc on a 20 log de 10 plus 20 log de nu. Or on sait que le log de 10 c'est 1, donc 20 fois le log de 10 ça fait plus 20. Donc du coup, on va avoir 20 log de nu plus 20, s'agissant de 20 log de 10 fois nu. Donc si on multiplie nu par 10, la valeur pour la droite asymptote, elle est augmentée de 20 dB. Et si on considère maintenant 20 log de 2 fois nu, de la même manière, on va avoir 20 log de 2 plus 20 log de nu, et c'est environ 20 log de nu plus 6, parce que 20 log de 2, c'est environ 6 dB. On retrouve donc bien qu'on va avoir une pente de 6 dB quand on double la fréquence. Bon, comme on a un moins devant, vu que c'est moins log de nu, on aura moins 6 dB par octave ou moins 20 dB par décade. Maintenant, il y a une valeur particulière intéressante qui est le gain en 1 pour nu égale 1, c'est-à-dire en fait pour oméga égale oméga 0. En fait, on vérifie que c'est 1 sur racine de 1 plus 1 au carré, donc c'est 1 sur racine de 2. Or, le gain en 1, c'est moins 20 log, donc de 2 à la puissance 1,5. On a dit que le 1,5, en termes de puissance, il allait descendre et passer devant le log. Donc on aura donc moins 10 log de 2.
Or, vu que 20 log de 2 c'est 6, 10 log de 2 c'est 3. Donc le gain en 1, ça vaut moins 3 décibels. Donc puisque nu c'est oméga sur oméga 0, ce qu'on peut dire c'est que le gain en décibels pour la pulsation oméga égale oméga 0, c'est moins 3 dB. Et on parle alors de fréquence de coupure en oméga 0 à moins 3 dB. Maintenant on a tous les éléments pour effectuer le tracé du gain en décibels. Donc on a donc la forme suivante. On a une asymptote horizontale à 0 dB en basse fréquence. On va avoir une pente de moins 20 dB par décade quand on va basculer en fait en haute fréquence. Et on sait en fait qu'on a moins 3 dB pour nu égale 1, donc pour oméga égale oméga 0. Donc du coup à partir de ces informations-là, on vérifie en fait que le tracé nous donne ce type de filtre et on reconnaît en fait un filtre passe-bas. Alors maintenant, comme le polynôme dans la fonction de transfert au dénominateur comme au numérateur, il est au plus égal à 1, on dit qu'on a un filtre passe-bas d'ordre 1. Considérons maintenant le filtre CR série, donc l'association d'une capacité C et d'une résistance R. Donc on a toujours un autre pont diviseur de tension, donc, et ce coup-ci c'est la tension aux bornes de la résistance qui va être considérée comme tension de sortie. Et on a toujours la tension d'entrée aux bornes de l'association série. Donc on a donc bien un pont diviseur de tension, Z1 d'oméga vu que c'est une capacité, ça nous donne 1 sur JC oméga comme impédance, et Z2 d'oméga vu que c'est une résistance, ça nous donne R. Donc la fonction de transfert qui est égale à Z2 sur Z1 plus Z2, ça fait R sur R plus 1 sur JC oméga, et si on réduit tout au même dénominateur, on fait apparaître que H d'oméga c'est JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Alors, on en introduit à nouveau oméga 0 défini comme étant égal à 1 sur RC, ainsi que la fréquence réduite nu définie comme étant égale à oméga sur oméga 0. Donc la fonction de transfert maintenant c'est H de nu, c'est J nu sur 1 plus J nu. Et si on note à nouveau G nu le gain ou module de H de nu, on vérifie que G de nu c'est module ou valeur absolue de nu sur racine de 1 plus nu 2. Donc le gain en décibels pour nu appartenant à R plus étoile, c'est toujours 20 log de G de nu, donc ça fait 20 log de nu moins 10 log de 1 plus nu carré. Donc on a un 20 log de nu qui vient se rajouter. Alors on pourrait refaire toute l'étude pour G de nu et GdB de nu, comme pour le filtre RC série, mais quand on regarde l'expression de GdB de nu, on constate qu'elle correspond à celle pour le filtre RC série qui était moins 10 log de 1 plus nu carré, à laquelle on a ajouté en fait 20 log de nu. Donc plutôt que de refaire toute l'étude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir compte du rajout de la contribution de 20 log de nu au tracé du gain en dB pour le filtre RC série. Alors, 20 log de nu, quand nu égale 1, ça fait 0, donc, et on sait que c'est une droite, donc rajouter 20 log de nu, ça revient à rajouter une droite qui va couper l'axe des abscisses en nu égale 1, et qui est de pente plus 6 dB par octave, ou plus dB par décade. Donc pour les asymptotes, on avait 0 dB en 0, vu qu'on rajoute 20 log de nu, maintenant c'est 20 log de nu, l'asymptote en 0. Donc on a une droite asymptote de pente plus 20 dB par décade, c'est-à-dire quand nu est multiplié par 10, ou plus 6 dB par octave quand nu est multiplié par 2. Maintenant plus l'infini, le GdB de nu, son équivalent c'est moins 20 log de nu plus 20 log de nu, ça fait 0. Donc en fait, on a une asymptote horizontale à 0 dB quand nu tend vers plus l'infini. G de 1, vu que c'est module de nu sur racine de 1 plus nu carré, ça fait encore 1 sur racine de 2. Donc comme tout à l'heure, on va retrouver en fait moins 3 dB, c'est-à-dire une fréquence de coupure en oméga égale oméga 0, qui est égale à moins 3 dB. Donc le tracé en décibels à partir de toutes les informations, on a dit en fait qu'on avait en plus l'infini une tangente horizontale à 0 dB et une droite qui va avoir une intersection avec l'axe des nus en nu égale 1 et qui est de pente 20 dB. Ce qu'on sait aussi c'est qu'on a moins 3 dB en G de nu égale 1, donc du coup on est en mesure en fait de vérifier qu'on a bien ça comme allure pour la fonction de transfert. Et ce coup-ci, qu'est-ce qu'on a ? On a un filtre passe haut, puisque ça va couper les basses fréquences, et la fréquence de coupure, c'est moins 3 dB, ou ça en oméga 0. Et comme au numérateur comme au dénominateur, on a un degré 1,
c'est un filtre passe-haut d'ordre 1. Donc à titre d'exercice, pour vérifier si vous avez bien compris ce qui précède, vous pourrez étudier le comportement des filtres suivants qui vont correspondre à d'autres déclinaisons du pont diviseur de tension. Donc Z1 correspondant à une capacité, Z2 correspondant à l'association RL en série, Z1 correspondant à l'association RC série et Z2 correspondant à un inducteur, Z1 correspondant à l'association LC série et Z2 correspondant à une résistance, Z1 correspondant à une résistance et Z2 correspondant à l'association LC série. Alors maintenant, on va regarder quelques utilisations du théorème de Millman. On considère un montage avec un amplificateur opérationnel, donc qui est représenté en fait par un rectangle avec un moins et un plus. Le moins, c'est l'entrée inverseuse, le plus, c'est l'entrée non inverseuse. Et ici, on a la sortie. Et on a deux impédances, Z1 et Z2. Z1, c'est branché entre l'entrée du filtre et l'entrée non inverseuse. Et l'impédance Z2, elle est branchée entre l'entrée non inverseuse et la sortie. Donc en fait, sur la rétroaction de la sortie vers ou sur l'entrée inverseuse. On suppose que la tension aux bornes en fait de l'amplificateur est nulle. Et on suppose de plus en fait que l'entrée non inverseuse est reliée à la masse, dont on choisira en fait le potentiel comme référence égal à 0. Donc de proche en proche, on a un potentiel nul, on a toujours un potentiel nul, on a toujours un potentiel nul, et on aboutit au point qui est là, qui sera le point pour lequel on va exprimer le théorème de Millman, qui sera donc un point de potentiel nul. Ce qu'on a aussi, c'est un potentiel en entrée qui vaut VE et un potentiel en sortie qui vaut VS. Donc si on utilise le théorème de Millman, on peut donc écrire que V0, le potentiel à l'entrée inverseuse, c'est VE sur Z1 plus VS sur Z2 sur 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Mais on sait que V0 c'est nul. Donc ce qui va nous rester en fait, c'est un lien entre VE et VS directement, qui sera VE sur Z1, c'est moins VS sur Z2. Donc ce qu'il faut retenir en plus de la configuration du montage, c'est que la fonction de transfert VS sur VE, c'est moins Z2 sur Z1. Et on réutilisera en fait ce résultat pour tous les montages avec amplificateur opérationnel qu'on va considérer dans la suite de la vidéo. Alors commençons par le montage inverseur. On a Z1 qui vaut R1, Z2 qui vaut R2. Donc s'agissant de la fonction de transfert, elle est donnée par moins Z2 sur Z1, ce qui va nous donner moins R2 sur R1. Donc si on prend par exemple le cas où R1 et R2 sont égales, et égal à R, on aurait donc une fonction de transfert qui vaut moins 1, ce qui donne l'origine en fait du nom montage inverseur. Montage dérivateur. Alors ce coup-ci, pour le montage dérivateur, le Z1 c'est l'impédance en fait d'une capacité, donc c'est 1 sur JC oméga, et on a encore une résistance, donc R, donc Z2 égale R pour la deuxième impédance. Donc la fonction de transfert qui est égale à moins Z2 sur Z1, ça nous donne moins R sur 1 sur JC oméga, soit moins JRC oméga. Si on regarde bien, on va avoir un moins J oméga que multiplié RC. Comme on a vu que le J oméga c'était la dérivation, ça donne en fait l'explication sur le fait que c'est un montage dérivateur. Alors, un exercice, introduire oméga 0 égale 1 sur RC, nu égale oméga sur oméga 0, et après, calculer le gain G de nu, ainsi que le gain en décibels, déterminer les fonctions asymptotes en 0 et plus l'infini, tracer les asymptotes ainsi que l'allure du gain en décibels. Alors, considérons maintenant le montage intégrateur. Alors, le montage intégrateur, on inverse la position par rapport au montage dérivateur de la résistance et de la capacité. Donc, ce coup-ci, Z1, c'est la résistance, donc ça vaut R. Z2, c'est la capacité, donc ça vaut 1 sur JC oméga. Par contre, la fonction de transfert qui est définie par moins Z2 sur Z1, maintenant, ça devient quoi? 1 sur JC oméga divisé par R, ce qui nous donne moins 1 sur JRC oméga. Et on verra en définitive que 1 sur J oméga, donc divisé par J oméga, ça revient intégré. On vérifiera ça en traitement du signal. Ce qui nous explique en fait l'origine de l'appellation du montage intégrateur. Alors, exercice, poser oméga 0 égale 1 sur RC, nu égale oméga sur oméga 0, calculer le gain G de nu, ainsi que le gain en décibels G dB de nu, déterminer les fonctions asymptotes en 0 et plus l'infini, et tracer les asymptotes, puis l'allure du gain en décibels. Alors, d'autres idées d'exercice,
Pour vous assurer que vous avez bien compris comment utiliser le théorème de Millman, ce serait retrouver les fonctions de transfert, des montages différenciateurs, non inverseurs, ainsi que sommateurs inverseurs. Voilà qui conclut en fait un premier tour d'horizon des filtres qu'on va trouver en électricité, qui sont des filtres analogiques d'ordre 1, voire d'ordre 2. Et on reprendra en fait cette étude afin d'étendre en fait ce que l'on a vu dans le cas des excitations monochromatiques, au cas des excitations qu'on va appeler polychromatiques, ou en fait mettant en une large gamme de fréquences. Donc ceci conclut cette vidéo de la série Renforcement en sciences.